France Bleu, France Bleu 107.1. 15h, tous les dimanches, toute l'Europe sur France Bleu 107.1, foire de Paris qui se termine tout à l'heure. Prétexte aujourd'hui pour s'intéresser à nos produits artisanaux, à ce que fait l'Europe ou pas pour les protéger. Et plus largement, s'interroger sur l'avenir en Europe des métiers d'art. Alors, complice de cette émission, comme tous les dimanches, le site touteleurope.eu avec Alexandra Le Sieur et puis Marie-Christine Vallée, la référence européenne de Radio France. Bonjour. Bonjour. Les invités cet après-midi de toute l'Europe sur France Bleu 107.1, Virginie Rosière, députée européenne, membre de la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs. Bonjour. Bonjour. Artisanale au départ, devenue ensuite une véritable industrie, l'imagerie d'Épinal, avec aujourd'hui, invité de France Bleu 107.1, son PDG, Pacôme Vexelaar. Bonjour Pacôme. Bonjour. Et puis enfin, Marie-Hélène Frémont, directrice générale de l'Institut national des métiers d'art. Bonjour. Bonjour. Toute l'Europe sur France Bleu 107.1, tous les dimanches à 15h. Vous entendrez que si le système d'indication géographique européen est érodé sur les produits artisanaux, l'artisanat régional n'en profite pas encore. Alors pourquoi ? Élément de réponse d'ici 16h avec nos invités. Quant à votre émission, elle est podcastable via iTunes et l'application Radio France Podcast. On se penchera sur le contexte actuel et sur les propositions du Parlement européen, mais d'abord peut-être important pour commencer cette émission de faire la différence entre artisanat et métier d'art. Marie-Hélène Frémont. Artisanat et métier d'art, c'est en France, ce sont deux sujets. Les métiers d'art, c'est un secteur qui regroupe certes des artisans, mais aussi des artistes, des fonctionnaires, des professions indépendantes. On peut dire le statut, c'est la spécificité française, ça, hein, vraiment. Dans d'autres pays, on retrouve pas cette dichotomie. Artisan, c'est un statut juridique, voire fiscal, qui ne relève pas forcément qui n'identifie pas une activité. Or, les métiers d'art sont bien, arrêtés. D'ailleurs, dans une liste qui vient d'être publiée en 2014, qui les arrête pour une deuxième fois et cette fois de façon collective entre le ministère de l'Artisanat et celui de la Culture, ce qui veut bien dire qu'on n'est pas uniquement dans le champ de l'artisanat. Ce qui est très important parce que on a affaire à un secteur qui est au croisement de l'économie et de la culture. C'est toute sa spécificité, son originalité, et on va dire aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, sa force. Parce qu'on est sur des métiers créatifs, sur des métiers patrimoniaux, et je pense que tout le débat qu'on va avoir aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on fait à la fois de notre patrimoine, comment on le conserve et comment on en fait aujourd'hui une force compétitive pour la France et pour l'Europe. Dans cette liste, 198 métiers, 83 spécialités, soit 281 activités recensées au total, avec, dans cette nouvelle liste, 39 nouveaux métiers ajoutés. Alors, on ne pourra pas parler des 39, mais peut-être quelques exemples ? Oui, on a retravaillé cette liste. Déjà, il faut le savoir, au départ, c'était un peu une liste qui datait de 2003, qui était un peu à la Prévert, hein. On avait les métiers du bois, les métiers du fer, les métiers et qui correspondaient pas à des univers de marché. Donc cette liste aujourd'hui est organisée par des univers de marché, ce qui est important parce que ça correspond derrière à des codifications. Des codes déjà NAF qui sont pour l'INSEE importants. Surtout si on veut porter le propos au niveau européen, on remonte au code NAS et pour l'artisanat, les codes NAFA. Donc il fallait que ces métiers rentrent dans une codification pour qu'on puisse les identifier. Et c'est tout l'enjeu d'ailleurs d'une grande bataille, c'est que aujourd'hui, quand on ne sait pas compter, quand on ne sait pas identifier, on ne compte pas. D'abord, c'est un secteur qui, à partir du moment où on le compte pas, il n'existe pas. Et s'il n'existe pas, on le protège pas, on s'en occupe pas. Donc, l'intérêt était déjà de l'organiser mieux pour qu'il rentre dans des filières économiques. Et d'autre part, dans les métiers, pour revenir à ceux qui ont été rajoutés, c'est des métiers qui avaient ou été oubliés dans la première liste, comme maltier, comme fresquiste, comme guillocheur. Guillocheur. Alors, c'est une spécificité de l'horlogerie.
mais qui est un métier à part entière. Il y a très très peu de guillocheurs, mais c'est ceux qui font toute la décoration interne des petits éléments que vous voyez pas dans la très haute horlogerie. Donc on est vraiment parfois sur des métiers très pointus. Il y a aussi campaniste, parce que dans la précédente liste, il y avait une petite erreur, on avait mis campanologue. Or le campanologue, c'est celui qui écrit les notes, qui écrit la musique pour les cloches. Or on n'était pas du tout dans les métiers d'art là. Là on a bien recasé le campaniste. Et le campaniste, lui, s'occupe des clochers et des cloches. Donc voilà. Donc je vais pas vous énumérer parce que sinon on peut faire des métiers qui ont le mérite d'exister et d'être identifiés aujourd'hui. On a rajouté aussi, pour finir, massivement beaucoup de métiers qui arrivent, des nouveaux métiers, parce que c'est un secteur qui bouge énormément. Et tous les métiers qui ont lié à des nouveaux matériaux, qui sont des matériaux non traditionnels, les matériaux aussi qui sont liés au papier et au carton, qui sont très importants et qui aujourd'hui sont de plus en plus utilisés. Donc cette liste s'est adaptée à l'évolution aussi du secteur. Virginie Rosière, ces différences entre métiers d'art et artisanal, elles sont faites dans les hautes sphères européennes ? Pour l'instant, ce sur quoi on travaille au niveau européen, c'est avant tout de reconnaître un certain nombre de productions spécifiques, typiques, locales, et de leur accorder une protection quand elles ont justement une notoriété qui vient de leur emplacement géographique. En France, on a beaucoup parlé des coteaux de l'Aïol, mais l'image d'Épinal en est un autre exemple, évidemment. Donc quand on a un lien entre une notoriété et un lieu, on voit qu'aujourd'hui, ce sont des productions qui existent, qui sont valorisées, qui sont demandées par les consommateurs, mais on voit aussi qu'on a, dans certains cas, trop souvent, une usurpation de cette notoriété, de cette célébrité, par des entreprises qui n'ont rien à voir avec les territoires, qui n'ont rien à voir avec les méthodes de fabrication et la qualité intrinsèque de ces produits, et qui viennent concurrencer de manière injuste, de manière déloyale ces productions-là, avec des conséquences bien sûr des conséquences économiques sur la santé des entreprises, des conséquences pour les consommateurs qui sont indirectement trompés, et puis des conséquences pour des territoires dans lesquels ces activités économiques et ces entreprises peuvent avoir une grande importance. Cette différence aussi entre artisanal et métier d'art, j'ai l'impression que, et vous l'avez dit, c'est une spécificité très française. On a une approche différente ailleurs en Europe. Je pense qu'en France, mais c'est pas qu'en France, hein, on a une production artisanale traditionnelle riche, et qui a été le terreau aussi pour le développement d'une créativité. C'est vraiment ça les métiers d'art, c'est quelque part transcender des méthodes, enfin Marianne Frémont parlera mieux que moi, mais des méthodes, des traditions, des savoir-faire, pour leur donner une dimension encore plus créative et les amener justement vers de l'art. Et je trouve que c'est cette richesse qui est particulièrement développée en France, c'est vrai, justement de conjonction entre un aspect patrimonial, savoir-faire, historique, mais aussi une projection vers la créativité, la modernité et l'innovation. Et c'est le cas de beaucoup d'entreprises artisanales dans le domaine des métiers d'art, mais aussi sur de l'artisanat plus classique, avec moins de une dimension plus industrielle et moins artistique, mais où on peut avoir aussi beaucoup d'innovation. Pacôme Wexler, oui. Artisan ou artiste ? Nous sommes des artisans. La question est intéressante parce que souvent à l'atelier, donc nous venons d'embaucher récemment de jeunes étudiants qui viennent donc lancer leur carrière professionnelle chez nous, et je leur dis qu'en fait ils ne sont pas des artistes, ce sont des artisans. C'est totalement différent. Être artiste, il y a une vraie démarche de fond. On crée quelque chose, il y a un message, il y a quelque chose d'assez particulier dans ce type de démarche. Et je leur dis, vous êtes des artisans, vous êtes au service des artistes avec lesquels nous travaillons, avec les illustrateurs. Donc nous ne sommes pas un atelier d'art, nous sommes un atelier artisanal, ce qui est totalement différent. Donc c'est une démarche qui est sensiblement, qui semble comme ça anecdotique, mais en fait qui l'est vraiment dans la démarche de notre travail aujourd'hui à l'imagerie d'Épinal. Invité cet après-midi de toute l'Europe sur France Bleu 107.1, le PDG à l'instant de l'imagerie d'Épinal, Pacôme Wexler. Vous avez repris l'imagerie en août 2014, vous nous raconterez l'aventure. Oui. Invité également de cette émission Virginie Rosière, députée européenne, membre de la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, et Marie-Hélène Frémont, directrice générale de l'Institut national des métiers d'art. Toute l'Europe sur France Bleu 107.1 avec touteleurope.eu.
À l'occasion de la foire de Paris, on s'intéresse à ce que fait l'Europe pour protéger nos produits artisanaux. Alexandra Le Sueur, alors des exemples peut-être de produits déjà protégés et d'autres qui ne le sont pas encore. Alors le brie de Meaux, la Coppa de Parme en Italie ou le beurre de rose au Luxembourg, aujourd'hui tous ces produits agricoles sont reconnus et bénéficient d'un label européen permettant de les identifier et de les protéger à la fois. Mais ce n'est pas encore le cas des produits artisanaux et l'Union européenne compte de nombreux produits basés sur des connaissances et des méthodes de production traditionnelles. Les produits trouvent souvent leurs origines dans le patrimoine culturel et social d'un lieu géographique particulier. Alors en France, il y a par exemple la porcelaine de Limoges, le savon de Marseille ou encore les couteaux de la Gueule qui sont parfois fabriqués dans des ateliers chinois. Dans le reste de l'Europe, on peut citer les fameuses étoffes de laine, les tartans, en Écosse, utilisées pour confectionner des kilts, le cristal de Bohême en République tchèque, la porcelaine de Meissen en Allemagne, et puis le marbre de Carrare en Italie, qui est l'un des plus purs et des plus blancs au monde. Alors selon une étude menée en 2013, sur les 834 produits typiques recensés en Europe, seuls 63 bénéficient d'une protection via le dépôt d'une marque. Virginie Rosière, je me trompe ou, si je résume bien, seuls pour l'instant les produits alimentaires bénéficient d'une protection ? Au niveau européen, c'est tout à fait ça, oui. C'est la protection européenne aujourd'hui ne couvre que les produits alimentaires et c'est tout l'objet du travail que je conduis au Parlement européen, d'étendre cette protection aux produits non alimentaires, artisanaux, qui sont protégés dans certains États. En France, c'est le cas depuis 2013 et c'est le cas dans la moitié des États de l'Union européenne, mais le problème c'est que déjà ça ne couvre pas toute l'Union européenne et puis si une entreprise veut protéger ses produits, elle doit faire 15 fois la démarche pour une protection parcellaire et puis en plus c'est des mécanismes différents. Donc la solution c'est faire ce qui marche pour les produits agricoles, puisque c'est un système qui est aujourd'hui plébiscité, très largement utilisé, avec des retombées économiques intéressantes pour les entreprises. Donc faire ce qui marche dans le domaine agricole, mais pour les produits artisanaux. Est-ce qu'il y avait déjà eu débat à l'époque sur les tout premiers IGP? Alors le débat est en cours au niveau européen, aussi à l'impulsion de la France, il faut le dire, justement qui a créé son mécanisme dans la consommation. Il est en débat depuis le début des années 2010. On a eu une étude très complète de la Commission européenne en 2013. Mais maintenant, la question, elle est de passer à la vitesse supérieure et de proposer une solution concrète, un mécanisme qui soit opérationnel et qui permette aux entreprises de protéger leur indication géographique. Comme je le disais, c'est souvent l'objet d'une concurrence déloyale. Et quand on reconnaît les indications géographiques, les résultats sont là. Si on compare avec ce qui se fait dans le domaine agricole, c'est 30% de création d'emplois en plus pour certaines IG agricoles et c'est 25% de la demande à l'international. Donc autant de bénéfices pour nos entreprises. Invité cet après-midi de toute l'Europe sur France Bleu 107.1, je vous ai dit le PDG de l'imagerie d'Épinal avec une belle histoire, pas comme Vexla. Août 2014, vous reprenez cette grande maison. Cette grande maison, exactement. Pourquoi ? Déjà comment ? Parce que en fait, je suis originaire d'Épinal, dans les Vosges, donc je suis basé sur Paris maintenant depuis quasiment 20 ans pour des raisons professionnelles. J'ai diverses activités et un jour, en retournant dans la région, avec une amie avec qui je travaille et qui je collabore, qui est aujourd'hui mon associé, parce que ce type de projet ne peut pas se faire seul. C'est très compliqué. Reprendre une entreprise en France, c'est juste quasiment impossible. Enfin, c'est vraiment très complexe. Il y aura beaucoup de choses à dire à ce sujet-là aussi. Et donc, en retournant dans la région, rencontrer des élus, des amis, des entrepreneurs de la région, on nous a parlé de l'imagerie d'Épinal, qui était un peu en perdition, qui était devenu un musée et qui était l'ombre d'elle-même. Et en fait, quand on a vu ça avec Christine Loremy, donc mon associé, on s'est dit mais en fait il y a un potentiel juste dingue, énorme par rapport à sa notoriété qui est internationale, un savoir-faire qu'il fallait remettre au bout du jour parce que les pratiques artisanales, la lithographie, comme on le fait aujourd'hui à l'atelier, n'existaient plus. Voilà, donc il y avait pas mal de choses à faire. Christine et moi avons des compétences dans complémentaires dans le domaine de la communication, du marketing, avec des réseaux divers et variés, également artistiques. Donc on s'est dit à ce moment-là, tiens, ça pourrait être intéressant de les rencontrer et pourquoi pas de discuter avec eux et voir si on peut pas insuffler quelque chose, mais de manière externe en tant qu'intervenant, consultant, enfin voilà. Et mais cette idée est née en fait parce que on nous a approchés, on nous savait un peu traînant dans la région entre guillemets et un jour on a reçu un coup de téléphone en disant nous avons entendu parler de vous, est-ce que vous pourriez venir nous rencontrer, voir ce que vous pourriez faire pour nous, ce qu'on pourrait faire ensemble. Et puis est né là un début de discussion. On a senti que les anciens actionnaires, donc qui étaient une soixantaine, il y avait une soixantaine de personnes qui avaient sauvé cette entreprise en 84. Sans eux, nous ne serons pas là aujourd'hui.
Et donc, en discutant avec eux, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient plus vraiment au bout du jour et qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Et à ce moment-là, ils nous ont rappelé une deuxième fois après cette première rencontre, ils nous ont dit, en fait, on voudrait vous la vendre. Alors nous, c'était pas du tout prévu dans notre parcours professionnel avec Christine, parce qu'on a nos propres activités déjà à côté, qu'on a mis d'ailleurs de côté. Et donc, on s'est lancé dans l'aventure, quoi, du jour au lendemain. Vraiment, on est remonté dans le train à Paris et on s'est dit, ouais, banco, on y va, on se débrouille, on va trouver des solutions pour acheter cette entreprise. Les idées ont commencé à foisonner, on a commencé à dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à la marque. Et justement, une des premières questions qu'on s'est posées et qu'on a vite mis de côté, c'était de dire, comment est protégée cette marque en fait, puisqu'elle a un potentiel international, c'est dire voilà comment on va pouvoir la faire rayonner, comment on va pouvoir la protéger. Et quand on a vu qu'effectivement il n'y avait pas d'IGP, voilà, pour nous ça a été une première déception. Oui, mais en même temps, vous savez, quand vous êtes entrepreneur, des déceptions, enfin, vous les accumulez et il faut les mettre de côté, quoi. Il faut avancer, il faut surtout pas s'en occuper. Alors vous êtes protégé tout de même par un label, le PV, entreprise du patrimoine vivant. Voilà. Alors c'est pas vraiment une protection en fait, c'est une certification qui dit de vous que vous êtes une entreprise vivante. Gage de qualité. Gage de qualité. Donc voilà, ça a aussi un avantage pour nous aussi les entrepreneurs d'avoir un bénéfice au niveau du crédit d'impôt, parce qu'il faut pas se le cacher. C'est aussi cet intérêt économique qui peut être intéressant et qui est aussi motivant. C'est un label national qui n'a donc aucune reconnaissance. Voilà. Donc ça reste limité. Et nous, notre ambition, comme elle est justement internationale, à terme d'ouvrir des boutiques à l'étranger, en Europe, mais aussi en Asie. Voilà, c'est comment on va faire. Donc, et est-ce que vous pourriez bénéficier dans l'absolu? Je pense que l'imagerie d'Épinal, si elle n'en bénéficie pas, peu pourront en bénéficier, quoi. Enfin, Virginie Rosière. Voilà, quoi. Oui, on est vraiment dans le type de production qu'on vise par une protection avec les IG. Et c'est une approche vraiment différente de celle des marques, parce qu'une marque quelque part c'est vraiment spécifique à une entreprise, et puis une marque ça peut se vendre, ça peut se produire n'importe où, tandis qu'une IG c'est vraiment l'attachement, c'est une démarche collective, et c'est vraiment l'attachement à un territoire, à un terroir. Et il faut savoir qu'il y a une contrainte aussi de ne pas avoir de label aujourd'hui, comme par exemple comme l'IGP, qui puisse nous protéger. C'est-à-dire que ça engendre des dépenses juridiques pour nous, petites entreprises. On vient de terminer une levée de fonds, on va lancer dans quelques jours justement l'arrivée d'un nouvel actionnaire dans l'entreprise, parce qu'on a besoin de se développer, on a besoin de fonds, et notamment il y a une grosse partie qui est dédiée justement à la partie juridique de protéger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est en train de faire la chasse aux éditeurs et aux personnes qui utilisent le terme image d'Épinal ou imagerie d'Épinal, puisqu'en plus la marque est tombée totalement en désuétude, puisque en fait elle n'a pas été protégée pendant 30 ans par les précédents actionnaires. Rien n'a été fait. Donc aujourd'hui, on a des factures dans le cabinet d'avocats qui sont assez faramineuses, et aujourd'hui, voilà, c'est une conséquence aussi de ne pas avoir agi par le passé. Pour certaines entreprises, c'est jusqu'à 40% du chiffre d'affaires qui est dépensé pour justement lutter contre une contrefaçon qui n'en est pas vraiment une, et donc ça engage des frais très très importants. Identifier, promouvoir et défendre, c'est ce que veut faire l'Europe, et c'est pour ça que le Parlement européen veut étendre ce système européen d'indication géographique. Alors dans la deuxième partie de cette émission, on s'étendra un petit peu plus largement sur ce qu'il y a dans cette proposition, avec nos invités cet après-midi de toute l'Europe sur France Bleu 107.1, Virginie Rosière, députée européenne, membre de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, Pacôme Vexelaar, PDG de l'imagerie d'Épinal, et Marie-Hélène Frémont, directrice générale de l'Institut national des métiers d'art. Votre émission, elle est disponible en podcast via iTunes et l'application Radio France Podcast. France Bleu 107.1, la musique qu'on écoute dans toute l'Europe. Dans 3 minutes, la revue de presse européenne de Marie-Christine Vallée, mais d'abord notre traditionnel rendez-vous de charte. C'est là aussi, finalement, il est question de défendre notre patrimoine européen. Samedi prochain, à Stockholm, en Suède, la 61e édition du concours de l'Eurovision. Eh bien, je vous propose cet après-midi mon top 10, avec en bas de classement, l'Allemagne, avec Jamie Lee, Germany, 1 Points. Juste devant l'Allemagne, je parie pour la Finlande.
2 points pour la Finlande, 3 pour la Suède. We're sorry, shout it from the top. Swim underwater until my lungs exploded. Walk into the fire. If I were sorry, I'd run 1,000 miles. Wouldn't stop until I dropped. C'est France qui cette année représentera la Suède au concours de l'Eurovision. À la 7e place, selon moi, l'Italie avec Francesca Michelin. Quatre points pour l'Italie. Et enfin, 5 points pour nos voisins danois. Take my hand and never let go. Side by side, we walk an open road. Unbreakable, with open our hearts. Step by step, we'll make a new start. Le trio Lighthouse, il représente cette année le Danemark à l'Eurovision avec, donc dans la seconde partie de cette émission, on écoutera mes 5 favoris et Amir, le candidat français, en fait partie. Toute l'Europe sur France Bleu 107.1 avec touteleurope.eu. 1 heure aujourd'hui autour de la protection du savoir-faire européen qui passe peut-être donc par l'extension des indications géographiques protégées, ce qu'on appelle l'IGP. Le système est rodé sur les produits alimentaires, mais l'artisanal régional n'en profite pas encore. Alors le pourquoi, d'ici 16h. Mais avant cela, la revue de presse européenne de Marie-Christine Vallée. Avec la fin des visas pour les Turcs, ce sera en juin, la Commission européenne a donné son aval. L'exemption des visas concernera les séjours de moins de 3 mois. Et des journaux s'en réjouissent, comme en Suisse, le Tages-Anzeiger, qui dit « Sur 80 millions d'habitants, seule une minorité possède actuellement un passeport. La peur migratoire est donc sans fondement. Et en plus, les ressortissants turcs pourront aller respirer ailleurs l'air de la liberté, ce qui aidera peut-être à contrer la dérive autoritaire que connaît leur pays. » À l'inverse, Sega, le quotidien bulgare, redoute, lui, un afflux de migrants vers l'Europe occidentale. Car, dit-il, si Erdogan remplit les exigences de l'UE et réussit l'intégration des Syriens, il leur délivrera des passeports turcs. Qui pourra alors empêcher les Syriens de se rendre en Europe et tout d'abord en Allemagne, demande le journal bulgare. Ce journal qui doute des résultats obtenus par la Turquie depuis l'accord avec l'Union européenne. Elle n'a repris que 325 réfugiés arrivés sur les côtes grecques et il estime que si le flux a pu être endigué, c'est surtout grâce à la fermeture de la route des Balkans. Cette levée des visas, ce n'est pas une bonne chose pour le site Svenskan. Le journal suédois pense qu'il y a d'autres moyens de stopper le flux des réfugiés vers les îles grecques. L'Union pourrait par exemple assurer des patrouilles en Méditerranée et améliorer l'accueil de réfugiés en Grèce avec l'argent de l'accord destiné à la Turquie. Autre sujet proche dans la presse européenne, la réforme du droit d'asile. Mercredi, la Commission européenne a proposé que tout pays qui refusera un quota de réfugiés versera une taxe de 250 000 € par migrant refusé. Si cette taxe est interprétée comme une amende en Hongrie, Die Welt y voit plutôt une avancée. La Pologne, la Slovaquie et la Hongrie peuvent se consoler, écrit le journal allemand. Elles ne seront pas contraintes d'accueillir des réfugiés. La Commission européenne fait une proposition qu'elle pense applicable au-delà de la crise actuelle. C'est peut-être la bonne solution pour l'UE qui recherche un droit d'asile européen commun depuis 1999. Mais cette exonération de droit d'asile contre-finance n'est pas du coup du Livonnet Novini. Le journal tchèque reconnaît que les quotas sont l'expression d'une solidarité et d'une répartition des charges. Mais pour lui, cette proposition s'apparente à un diktat. Alors que dans les pays d'Europe centrale et orientale, la résistance aux quotas, dit-il, est bien réelle. C'est la conviction de la majorité des citoyens. Enfin, les interrogations sur le TTIP, le traité de libre-échange, les coulisses des négociations entre Européens et Américains révélées par Greenpeace lundi dernier ont soulevé beaucoup de questions dans la presse européenne qui se félicite par ailleurs de cette fuite de documents. On comprend enfin les points de divergence, se réjouit Algemeen Dagblad, le journal néerlandais.
sur les tests de sécurité des produits, sur l'appellation garantie des vins ou sur le tribunal d'arbitrage. Mais en Allemagne, le Frankfurter Allgemeine Zeitung s'en prend à la position de François Hollande, qui laisse planer le doute sur la signature du traité par la France, et le quotidien allemand se demande s'il n'y a pas un risque, celui d'être le dindon de la farce. Alors, le Parlement européen sera la première assemblée à se prononcer sur ce traité de libre-échange, le TTIP. Vous êtes membre du groupe PSE. Comment ont été accueillies ces révélations de Greenpeace? Virginie Rosière. Alors, ce sont des révélations qui sont plutôt des confirmations, des craintes qu'on pouvait avoir sur les négociations en cours. Les documents de la partie européenne, les députés européens y ont déjà accès. Par contre, c'est vrai que c'est la première fois qu'on a accès aux documents sur la position américaine. Ça confirme ce qu'on craignait, c'est-à-dire une position extrêmement fermée des États-Unis sur des sujets très importants, comme l'accès au marché public. Et vous en avez parlé, aussi la reconnaissance des indications géographiques. Alors aujourd'hui, ce sont les indications géographiques agricoles, mais on est sur une position de fermeture totale des États-Unis, ce qui veut dire que demain, ça ouvre la porte à du champagne ou du roquefort made in USA. Ce qui n'est pas vraiment notre conception des indications géographiques et qui va à l'encontre justement des intérêts de nos entreprises. Donc en l'état actuel des choses, effectivement, je ne vois pas comment on pourrait arriver à un accord, et si jamais l'accord était présenté en ces termes-là, comment le Parlement européen pourrait, en tout cas le groupe auquel j'appartiens, voter favorablement. Toute l'Europe sur France Bleu 107.1, c'est tous les dimanches à 15h avec Marie-Christine Vallée. Et pour le site touteleurope.eu, Alexandra Le Sur, nos invités, Marie-Hélène Frémont, directrice générale de l'Institut national des métiers d'art, Virginie Rosière, députée européenne, membre de la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, et Pacôme Vexlar, PDG de l'imagerie d'Épinal. Votre émission, elle est disponible en podcast sur les plateformes de Radio France, via France Bleu également, et iTunes. Vous la trouverez sous le nom 107.1 Toute l'Europe. France Bleu. Pour prendre soin de vos animaux, écoutez les conseils de notre expert. Chaque samedi à 9h sur France Bleu 107.1 et en podcast quand vous voulez. Si vous avez des animaux en appartement, n'hésitez pas à venir nous raconter comment ça se passe. Avez-vous le sentiment qu'ils sont heureux? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous sortez? Retrouvez les experts Vos animaux en podcast sur francebleu.fr. France Bleu, partenaire de Télé 7 Jeux au mois de mai. Retrouvez le meilleur du jeu avec Télé 7 Jeux 100% jeu. 195 mots fléchés, croisés, codés, mystérieux, des jeux tout niveau. Et pour fêter le mois de mai, un grand jeu concours pour gagner des séjours à Florence. Pour en savoir plus et gagner votre exemplaire de Télé 7 Jeux, rendez-vous sur francebleu.fr. Avec France Bleu 107.1 et la page transport du Parisien, on fait la route ensemble. France Bleu 107.1. France Bleu, France Bleu. France Bleu, France Bleu 107.1. Toute l'Europe sur France Bleu 107.1, 15h tous les dimanches en podcast via iTunes. La foire de Paris se termine tout à l'heure. Un prétexte aujourd'hui pour s'interroger à ce label qui protège nos produits artisanaux, quelques-uns. IGP, indication géographique protégée. Le Parlement veut étendre le système. Les invités de toute l'Europe sur France Bleu 107.1, Virginie Rosière, députée européenne, membre de la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, Pacôme Vexlar, PDG de l'imagerie d'Épinal, et Marie-Hélène Frémont, directrice générale de l'Institut national des métiers d'art. Justement, preuve que l'enthousiasme du public est là. Quand il est question de notre savoir-faire, Marie-Hélène Frémont, c'est le monde qui a l'affluence qu'il y a depuis 10 ans, à chaque fois au mois d'avril pour les Journées européennes des métiers d'art. Ah oui, les Journées européennes des métiers d'art ont en quelques années obtenu un succès Et vous considérable. Comment On l'explique simplement par l'intérêt du public à retrouver les savoir-faire des artisans pour la plupart, dans les ateliers, de redécouvrir leur patrimoine, ce goût pour le faire, mais aussi ce goût pour l'authentique, ce goût pour la traçabilité des objets auxquels ils sont confrontés, cette attention au beau, au sur-mesure. C'est une vague de fond. C'est une vague de fond à la fois en France, mais en Europe, qui aujourd'hui, on est en train de vivre une véritable mutation. Qui est l'après-industrialisation où tous les objets étaient identiques. On est en train de vivre un retour vers du sur-mesure, des objets porteurs d'âme, porteurs d'histoire, porteurs de patrimoine, porteurs de terroir.
c'est en cela que ce combat sur les IGP est extrêmement important, parce que c'est pas certes ça, il y a des enjeux énormes économiques, parce que quand on voit ce que représentent les métiers d'art en termes d'export, c'est pas neutre. En termes d'attractivité touristique, c'est très lourd. C'est très important pour l'Europe, particulièrement pour la France, pour l'Italie, mais dans d'autres pays. Et c'est vraiment, on est en phase avec vraiment un tournant de société. Et ce succès, il est prouvé en France? Il est prouvé en France et en Europe, parce qu'en 4 ans, depuis qu'on a européanisé ces journées, on a derrière nous 18 pays qui ont suivi la France. C'est-à-dire qu'ils non seulement ils sont venus en disant ce que vous faites c'est formidable, on veut faire pareil. Donc ils se calent sur notre concept, sur nos logos, sur nos visuels. Ils construisent ces journées de la même manière, avec chaque année de nouveaux pays, de nouvelles provinces, de nouvelles régions. Donc c'est un mouvement européen qui porte très haut, très fort la volonté qu'on reconnaisse enfin ces savoir-faire qui sont encore, je le dis, au carrefour du patrimoine, de la culture et de l'économie, et que l'Europe, à un moment, dans sa Commission européenne, en 2003, les a pointés comme faisant partie des industries créatives extrêmement porteuses d'emplois et de développement pour l'Europe. Depuis, on a changé de commission, mais ça l'est toujours et ça l'est d'autant plus. Donc, le combat que mène vraiment sur les IGP, je la salue et je la remercie, notre députée, c'est nous vraiment, on l'attend et on applaudit de nos 4 mains, parce que c'est de nombreuses entreprises qui en ont besoin, et c'est derrière. Réellement, c'est pas que pour se faire plaisir, c'est pas que pour se dire l'aspect économique, on en parlera. Il faut sauver les derniers pandas. C'est pas sauver les derniers pandas. C'est ces pandas-là, ils sont capables d'accoucher de plein de petits pandas, très modernes. Voilà. Virginie Rosière, vous l'avez laissé entendre dans la première demi-heure de cette émission, mais véritablement, à l'heure de la mondialisation, les consommateurs, ils sont véritablement à la recherche d'éléments qui leur permettent d'identifier des produits dits authentiques et originaux. Oui, il y a une demande très forte des consommateurs. C'est justement d'avoir cette authenticité, cette garantie de qualité aussi. Et on est vraiment dans une demande assez claire sur ce sujet-là, une demande des entreprises aussi, qui sont directement concernées, on le disait, puis qui peuvent avoir à dépenser beaucoup d'argent pour lutter contre la contrefaçon. Donc tout le monde a à y gagner. Les seuls que ça peut peut-être contrarier, ce sont plutôt les grandes entreprises qui sont plus friandes des marques, mais elles n'ont pas forcément besoin de ça pour se développer. On a en face de nous des entreprises, des PME, qui sont dépositaires d'un savoir-faire, qui aussi innovent beaucoup, c'est pas contradictoire, qui sont des acteurs pour l'emploi local, pour le développement économique local, mais aussi avec de grandes perspectives à l'export pour faire connaître le patrimoine européen, parce que ce n'est pas que français. Il y a une très large majorité de pays européens qui sont demandeurs. C'est vraiment pas, on est toujours un peu chauvin, on est très fiers de ce qu'on fait, on a bien raison, mais c'est une demande très largement partagée en Europe. La protection de ces produits dont le nom, vous l'avez dit, est trop souvent usurpé. Marie-Christine Vallée, le Parlement européen s'en inquiète. Les eurodéputés ont demandé une indication géographique comme pour les produits agricoles. Oui, et vous l'avez dit tout à l'heure, le Parlement européen veut aller de l'avant parce que l'UE protège bien ses produits agricoles et alimentaires depuis 1992, grâce aux IGP dont on parle depuis le début de l'émission, mais aussi aux AOP. Mais ce n'est toujours pas le cas des produits artisanaux. Vous parliez également de ce savoir-faire traditionnel dans les régions ou dans certaines localités. La protection, elle peut exister sur le plan national, et c'est le cas de la France avec la loi Hamon de 2014, mais sur le plan communautaire, on attend toujours la mise en place. C'est pourquoi en octobre dernier, les eurodéputés ont voté une résolution à une forte majorité, 608 voix pour, contre 43, pour réclamer une protection de ces produits à l'échelle européenne. Le Parlement européen veut donc en finir avec l'usurpation des noms d'origine, avec ces fabricants qui vendent des objets ou des produits sous l'appellation d'une région, exemple les émaux de Briare ou la porcelaine de Limoges, alors qu'ils sont installés ailleurs et parfois très loin, à l'autre bout du monde. Mais concrètement, Marie-Christine, qu'est-ce que l'on attend
maintenant? Eh bien, on attend que la Commission européenne fasse une proposition. Alors, elle s'est déjà penchée sur le sujet. Elle a fait en 2014 une consultation publique dont le résultat a été très clair pour une demande de protection. Et la Commission a dressé aussi une liste de produits artisanaux à défendre. Ils sont répartis de façon inégale selon les pays. Celui qui en a le plus, c'est l'Espagne, 229. Il y en a 187 en Allemagne, 95 en France, un peu moins en Italie, 73 comme en Autriche, et puis on redescend à 15 au Portugal, 6 en Grande-Bretagne et en Pologne, et un seul produit en Suède, les couteaux Morakniv. De la coutellerie, on en trouve ailleurs, à La Guiole ou à Thiers, par exemple, en France, mais les savoir-faire régionaux portent aussi sur le marbre, la pierre, le kaolin bulgare, le textile, les diamants d'Anvers, la dentelle de Chypre, de Calais, de Chantilly ou de Nottingham, des cloches, des chaussures, celles de Romans, des porcelaines en Bavière, au Danemark et en Hongrie, 20 céramiques différentes en Espagne, quelques-unes en Roumanie, sans oublier les les émaux, la verrerie de Pologne, les cristaux d'Irlande, les instruments de musique en Finlande, l'eau de Cologne en Allemagne et même en Lituanie, des bouquets de fleurs sèches. Et puis, évidemment, on n'oubliera pas les images d'Épinal qui figurent bien sur cette liste européenne. Et ce n'est là qu'une petite partie des 834 produits qui attendent un label et une protection de leur nom d'origine. Virginie Rosière, pour l'instant, pour le moment, si un artisan souhaite faire protéger l'appellation de son produit, il doit faire des démarches auprès de chaque État membre? Quand c'est possible, ça n'est pas toujours possible. En France, il peut le faire, mais sa production ne sera protégée qu'en France. Et il y a une quinzaine de pays, d'États membres de l'Union européenne qui permettent une protection, mais c'est pas toujours les mêmes mécanismes, c'est chaque fois des démarches un peu différentes. C'est 15 démarches différentes, 15 dossiers différents, et puis pour une protection qui ne couvre que la moitié de l'Union européenne. Donc, inenvisageable, on est d'accord, pour l'imagerie d'Épinal, par exemple, pas comme Vexla. Écoutez, pour nous, en tous les cas, c'est quelque chose qu'on attend avec impatience. D'autant plus qu'on est en plein développement aujourd'hui de notre entreprise, donc on se doit de pouvoir garantir aussi l'appellation de nos créations, mais dans notre atelier, mais aussi en collaboration avec d'autres marques. Tout à l'heure, vous avez cité notamment Limoges. Aujourd'hui, on est en discussion avec une entreprise justement basée à Limoges, avec qui nous allons sans doute créer une collection porcelaine de Limoges, image d'Épinal. Voilà, des projets comme ça, on en a plein, mais c'est vrai que ce que l'on craint, c'est justement de devoir entamer des démarches, des procédures pour déjà se protéger en amont. Alors aujourd'hui, ce qu'on fait, en fait, on y va avec notre bâton de pèlerin, et puis en fait, on le fait, et puis après, on verra. En fait, aujourd'hui, la technique veut que on travaille de cette façon-là. Donc, effectivement, nous, l'IGP, on attend ça avec grande impatience. Marie-Hélène Frémont, je connais d'ores et déjà votre réponse, mais quand même, cette réforme, ou plutôt cette extension, il en va de la réputation du savoir-faire français et européen. Ah, c'est totalement indispensable. Nous, je veux dire, toutes les entreprises l'appellent de leur vœu. C'est quand même impensable qu'on n'arrive pas à protéger des savoir-faire aussi ancestraux, complexes, avec une véritable histoire, un véritable ancrage territorial, et que on laisse des entreprises qui sont souvent qui n'ont pas les moyens, qui sont pas organisés pour combattre honnêtement des grosses machines. Des grosses machines qui sont parfois à l'autre bout du monde, pour ne pas dire en Asie, avec une législation sur laquelle elles n'ont pas de prise. C'est franchement laisser désarmer des entreprises qui se battent au quotidien pour faire vivre et renouveler toujours, parce que c'est comme ça qu'elles y arrivent. Et j'entends le directeur de l'imagerie d'Épinal dire qu'effectivement c'est comme ça qu'elles protègent leur patrimoine, c'est qu'elles vont de l'avant, c'est que toutes leurs forces sont mises dans l'innovation, dans la créativité. Alors, bon Dieu, protégeons-les, leur mettons pas en plus un sac à dos de pierre qui est celui que dès qu'elles vont sortir du bois pour effectivement se développer, tout de suite évidemment, on va les piller, on va sortir sur le marché 15 000 contrefaçons contre lesquelles elles pourront pas lutter, elles n'ont pas les moyens. Et ce qu'il faut savoir quand on parle de tissu économique et d'entreprise, on parle pas, notamment dans le domaine artisanal, d'entreprises de 500 ou de 1000 salariés. Ce sont des entreprises parfois de 5 ou 10 personnes, voire moins. Donc, que peuvent-elles faire en fait pour se défendre? Rien en fait, tout simplement. Le potentiel économique de notre savoir-faire, on n'en parle pas assez.
On n'en parle pas assez, non, parce que alors c'est un autre débat. Hein. La France, en fait, ne s'aime pas. Les Français ne s'aiment pas. Voilà, c'est culturel. Et donc, face à ça, en fait, vous avez des gens qui se battent et qui ont envie de le faire. Donc, on a effectivement un savoir-faire, mais on aime toujours bien aussi se plaindre. Voilà, c'est quelque chose auquel voilà, c'est culturel. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir résoudre. Et pour ça, il y a plein de choses à envisager. On a un super pays, on a des super savoir-faire. Il y a des gens qui veulent investir. Ça aussi, c'est un vaste sujet. Aujourd'hui, par exemple, nous avons des investisseurs. Les premiers investisseurs avec lesquels nous avons parlé sont des investisseurs étrangers. Européens ou pas? Pas européens. Vous imaginez? Donc, on aurait pu là faire par exemple un hold-up et dire aujourd'hui à des Chinois ou à des Qataris de dire venez injecter du cash et puis on s'en va et puis débrouillez-vous avec notre marque. Aujourd'hui, on a eu la chance de trouver quelqu'un qui d'ailleurs était entrepreneur. On annoncera son nom dans quelques jours. Officiellement, les papiers sont pas encore signés, donc voilà, ça sera la semaine prochaine. Mais un entrepreneur français qui lui y croit et qui aide et qui justement a été confronté à ce type de problème. C'était un industriel qui aujourd'hui est à la retraite. Donc voilà, aussi attirer des investisseurs, c'est aussi aux investisseurs français de le défendre et aussi à l'État français de faciliter l'entrée d'investisseurs, parce que j'aime autant vous dire que c'est super compliqué de faire rentrer du cash dans une entreprise. Ça, c'est un truc de dingue. Ça fait 2 mois qu'on est dessus et c'est compliqué d'avoir de l'argent. Aujourd'hui, on devrait créer 5 nouveaux postes au sein de l'entreprise, des commerciaux, des gens pour monter une boutique sur Paris, donc des personnes, des vendeurs. Et en fait, on a besoin vite d'argent. Et là, on a encore perdu 2 mois. 2 mois alors qu'on a les solutions et qu'on a tout, quoi, et qu'on a envie de le faire. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en compte lorsque vous voulez développer et défendre un savoir-faire. Il y a aussi cette dimension-là qui est quand même assez importante. Donc, c'est sûr, on va créer une IGP, on va faire des choses, mais c'est tellement lié à d'autres éléments, à un contexte économique et à une culture française qui est assez, déplorable. Donc, il faut avancer, il faut faire, et puis après, on verra, quoi. Marie-Hélène Frémont, en défendant toutes ces valeurs, ce patrimoine, finalement, on encourage la croissance en Europe. Oui, j'entends bien ce qui vient d'être dit et les difficultés aujourd'hui c'est de l'entreprise, tout court, en France. Néanmoins, ce secteur, je vais porter un message un peu encourageant. Ce secteur, il est en plein développement. Aujourd'hui, on a toute une jeune génération qui rentre, qui s'engouffre dans ces métiers, qui autrefois a été vécu comme des métiers par défaut. T'es mauvais à l'école, tu vas faire une formation d'ébéniste. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On a une génération vraiment. On a d'abord de bonnes écoles. C'est vrai pour la France, c'est vrai pour l'Angleterre, c'est vrai pour les Pays-Bas, qui portent les formations à un haut niveau. On voudrait que ça aille encore plus loin pour la France au niveau master, qui sont en capacité, ces jeunes, parce qu'ils ont choisi par passion ces métiers, de porter ces métiers plus loin, d'en faire des entreprises, d'en faire un levier de compétitivité pour la France. Ils savent manier le numérique, ils savent manier tous les nouveaux outils, ils savent travailler en collaboration, ils ont fait sauter les frontières entre le design, la créativité. C'est un véritable, et c'est ce que disait d'ailleurs la Commission européenne il y a quelque temps, c'est un véritable vivier de création d'emplois et d'entreprises. Donc, il faut vraiment qu'on accompagne le mouvement, parce que derrière, à côté, nous, ce qu'on voit, c'est que dans les pays asiatiques, ceux qui se réveillent, qui pensent à l'après-industrialisation, ils sont en train de se dire, nous aussi, on a des savoir-faire, nous aussi, on pourrait finalement être concurrentiel si on y mettait un peu les moyens et arriver sur le marché. Donc, il est vraiment temps que l'Europe se réveille sur ce potentiel qui est un véritable potentiel. Virginie Rosière, en l'occurrence, coûts et avantages. Je ne vois que des avantages. Parce que quand on regarde, comme le disait Marine Frémont, c'est pas tant une protection qu'un tremplin, un levier pour accentuer le développement d'un secteur qui est dynamique. Et on voit bien que, comme ça a été dit par M. Wexler, ce sont des petites entreprises pour la plupart. Donc c'est déjà des gens qui sont passionnés, qui sont dépositaires d'un savoir-faire, qui font de la qualité, et de se voir concurrencés par des entreprises sans scrupules qui volent quelque part cette image positive de qualité, de savoir-faire, et qui trompent les consommateurs. C'est absolument insupportable. Ce sont des petites structures qui ont besoin d'être soutenues justement dans leur excellence et pour lesquelles on doit empêcher cette usurpation et au contraire les aider dans leur développement. Comme on l'a dit, c'est de l'emploi en plus, c'est du développement à l'export,
export. Donc des avantages, il n'y a que des avantages. Et d'Épinal ou pas, une belle image. Exactement. Qu'est-ce qui coince alors, Virginie Rosière ? Vous savez, les lenteurs. Les discussions prennent toujours un peu de temps, mais on a des signaux positifs de la Commission européenne. On va travailler techniquement cette année pour voir quel mécanisme, comment concrètement ça doit fonctionner. Et on espère, rien n'est officiel pour l'instant, mais on espère avoir un cadre européen l'année prochaine. Donc moi, c'est mon combat de mon mandat de députée européenne. J'avais dit que j'espérais pouvoir partir, que le mandat faut se terminer avec une protection effective pour les IG. Je croise les doigts, mais c'est en bonne voie. Je sais que les besoins des entreprises sont ici et maintenant. On essaie d'y répondre le plus vite possible. Je pense que c'est important pour les entreprises, mais c'est aussi important pour l'Union européenne dans son ensemble de montrer qu'elle sait aussi se préoccuper de la réalité des petites entreprises, la réalité concrète du quotidien de l'activité des entreprises, pour qu'elles sortent un petit peu d'une image parfois un peu lointaine, qu'elle montre qu'elle peut être là, présente sur le terrain. Les invités cet après-midi de toute l'Europe sur France Bleu 107.1, Virginie Rosière, députée européenne, membre de la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, Marie-Hélène Frémont, directrice générale de l'Institut national des métiers d'art, et Pacôme Wexelaar, PDG de l'imagerie d'Épinal. Ensemble cet après-midi, on échange sur pourquoi l'Europe a tout intérêt à défendre l'artisanat et ses métiers d'art. France Bleu 107.1, la musique qu'on écoute dans toute l'Europe. Notre patrimoine musical européen, ils sont 42 à le défendre. Je les ai tous écoutés samedi prochain à Stockholm, en Suède. 61e édition du concours de l'Eurovision. Demi-finale la semaine prochaine, mardi et jeudi prochain. Je prends le risque cet après-midi de partager avec vous mon top 5. Alors chaque année, ça relève plus du domaine de la géopolitique. Pas de raison que ça change cette année encore. Il sera dans le top 5, bon ou pas, le candidat russe avec Sergueï Lazarev. Russia, 6 points. En 4e place, je mise sur la jolie Barae. Elle représente l'Espagne. Spain, 7 points. Les bookmakers sont d'accord avec moi. La France, cette année, va marquer des points. Pour moi, par contre, il ne décrochera que la 3e place. Amir. J'ai cherché Amir. On va, à mon avis, faire voler la vedette, entre autres, par Laura Tesoro, la candidate belge. Belgium, 9 points. Et enfin, le grand gagnant cette année de l'Eurovision, selon moi, le Hongrois. Hungarien, 10 points. Verdict, samedi prochain. Donc dans mon top 5, vous avez noté Russie, Espagne, France, Belgique et Hongrie. Toute l'Europe sur France Bleu 107.1. Pourquoi l'Europe a tout intérêt à défendre et l'artisanat et les métiers d'art? La conclusion de nos invités, ce sera dans un instant. Juste le temps de s'intéresser à l'agenda européen de la semaine à venir. Marie-Christine Vallée.
Demain, ce sera la journée de l'Europe, cette journée qui commémore la déclaration de Robert Schuman le 9 mai 1950. Les festivités ont commencé à Paris déjà samedi avec le village européen sur le parvis de l'Hôtel de Ville, mais beaucoup de rendez-vous sont prévus toute la semaine dans les arrondissements. Demain soir, place Saint-Sulpice, une exposition sur l'Europe et la recherche scientifique, une animation sur les drapeaux européens à la mairie du 18e, ou encore mardi, un concert Euro 2016 en musique, Salle Gaveau. Demain encore s'ouvrira à Strasbourg une session plénière du Parlement européen et à Bruxelles une réunion des ministres des Finances de l'Eurogroupe, réunion consacrée à la Grèce et aux réformes menées par Athènes dans le cadre du nouveau plan d'aide financière qui a été accordé aux Grecs en 2015. Et puis à noter un procès qui sera particulièrement suivi en Belgique, le procès de 7 membres de la cellule djihadiste démantelée à Verviers en janvier 2015. Ils seront jugés à Bruxelles. L'actualité européenne à retrouver aussi via touteleurope.eu, site partenaire de votre émission. Alexandra Lucieux en une. Eh bien, plusieurs vidéos sur le Brexit pour aller à la rencontre des idées reçues dans le cadre de notre dossier spécial. Et puis également une carte sur les régimes politiques en Europe avec une analyse notamment de la situation en Espagne et un retour sur les dernières élections législatives au Royaume-Uni. Et puis bien sûr notre dossier sur la fête de l'Europe qui aura lieu le 9 mai avec toujours notre jeu en ligne. Vous pouvez jouer pour essayer de gagner des cadeaux. Touteleurope.eu, francebleu.fr, votre émission elle est en ligne. Et pour la podcaster, vous la trouverez sur iTunes sous le nom 107.1 Toute l'Europe. Toute l'Europe sur France Bleu 107.1 avec touteleurope.eu. Les invités aujourd'hui de Toute l'Europe sur France Bleu 107.1, Marie-Hélène Frémont, directrice générale de l'Institut national des métiers d'art, Virginie Rosière, députée européenne, membre de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, et Pacôme Wexelaar, PDG de l'imagerie d'Épinal. La conclusion de nos invités, Pacôme Wexelaar, pourquoi l'Europe a tout intérêt à défendre l'artisanat? Oula, c'est une question. Vous avez 2 heures. Voilà, très bien. Ok, j'ai été très mauvais en rédaction par le passé. D'ailleurs, je n'ai aucun diplôme pour la petite histoire. J'ai juste un vieux bac G3. Donc je vais pas pouvoir répondre à cette question. Non, moi juste ma conclusion, ce serait simplement peut-être, alors je sais pas si l'Europe peut participer à ça, mais je pense que c'est plus un problème aussi de l'éducation nationale, c'est peut-être d'inciter un petit peu plus aussi à pousser les jeunes au métier de l'artisanat, parce qu'aujourd'hui on est en train de construire des professionnels des études, des machines, des gens qui veulent de plus en plus avoir des bac plus 5, bac plus 6 et vouloir faire un métier, ils viennent vous voir en entretien, ils veulent déjà 4 000 € par mois, des choses comme ça. Alors qu'en fait, il y a des tas d'entreprises qui ont des besoins dans leurs ateliers, dans leurs entreprises, d'avoir des, entre guillemets, des petites mains, mais qui ont un savoir-faire, et on ne fait pas la promotion de ces métiers-là. Enfin, en tous les cas, moi, je le ressens pas, je le vois pas, pourtant je m'informe, je regarde les journaux, je regarde la télévision, ça m'arrive parfois de le faire, et en fait, je ne vois pas de choses qui est incitatif, et même à l'école, on ne l'incite pas. Donc j'espère que l'Europe pourra peut-être un jour aussi peser de son poids pour inciter les États à promouvoir ces métiers qui sont en fait fantastiques. Et on en arrive à un point où nous aujourd'hui on est en train de se poser la question avec l'école supérieure des arts d'Épinal à monter un cursus professionnalisant au sein de l'imagerie et faire appel à des mécènes privés. Alors est-ce que c'est le rôle des privés et des mécènes d'inciter à faire du travail artisanal? Je sais pas, mais si c'est une solution, en tous les cas nous on le fera. Marie-Hélène Frémont, dans l'avenir des métiers d'art, est-ce que malgré tout, même si ça prend du temps, l'Europe est un partenaire privilégié? Ça doit l'être, c'est le seul. Pour faire avancer le secteur, on doit raisonner au niveau Europe. Je pense qu'on change d'air aussi. Et la logique aujourd'hui de l'entreprise, on revient vers une logique artisanale. Les nouvelles technologies, le numérique, les imprimantes 3D, les découpantes laser, permettent aujourd'hui de faire avec de l'artisanat une entreprise compétitive qui répond à une demande du sur-mesure, à une demande de personnalisation qui a toute sa place dans le marché. Et il faut que l'Europe comprenne qu'aujourd'hui, il y a un grand mouvement de fond dans la réorganisation de l'économie. Il n'y a pas le tout d'industriel face à la TPE qui fait juste du sur-mesure au compte-gouttes, mais qu'on va vers une autre dimension d'entreprise qui est l'entreprise artisanale qui va répondre de plus en plus à des besoins plus larges et en tout cas à une demande des consommateurs. Et si l'Europe
prend pas le virage, on va passer à côté de la révolution économique de l'Europe. Virginie Rosière, pour résumer la volonté et du Parlement et de la Commission aujourd'hui, identifier, promouvoir, défendre. Promouvoir surtout, et parce que effectivement on a une évolution des modes de consommation qui demande plus de proximité, plus de personnalisation, et on a pour ça un potentiel extraordinaire partout en Europe, avec justement ces savoir-faire, ce tissu de petites entreprises, de très petites entreprises qui sont dans la proximité, qui sont dans la qualité. C'est quelque chose que nous prenons en compte justement pour donner les moyens à ces entreprises de valoriser encore plus ces qualités. Voilà, c'est protéger, mais protéger pour valoriser et pour faire reconnaître une qualité qui est là. Et puis s'agissant des métiers, effectivement, ce sont des métiers qui sont de moins en moins méconnus quand même. Marianne Fermont disait qu'il y a toute une nouvelle génération qui arrive et qui, au contraire, est une génération de passionnés qui choisissent ces métiers parce que ce sont des beaux métiers. Et dans le cadre des échanges Erasmus, aujourd'hui le programme Erasmus a été largement étendu et permet des échanges aussi dans le domaine de l'artisanat. Savoir-faire. Exactement. Merci. FranceBleu.fr ou toute l'Europe.eu. Votre émission, elle est en ligne. Alexandra Marie-Christine Vallée, merci. À dimanche prochain. À dimanche. À 15h dimanche prochain, à l'occasion du 69e Festival de Cannes. Votre émission, elle prendra des allures de séances de ciné avec en fond des bandes originales. Le synopsis des films qui, cette année, se sont fait remarquer au box-office et qui, peut-être, feront des émules également sur la croisette. Puis parce que le cinéma est surtout une industrie qui nécessite des moyens absolument colossaux, on s'intéressera aux aides allouées par l'Europe. France Bleu.